Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Le relevé de carte de crédit était posé sur la table de ma cuisine, ouvert comme une plaie qui refusait de guérir. 17 000 euros. Fleurs de mariage, acompte pour le traiteur, frais de location de la salle, tout avait été débité de la carte à laquelle j'avais bêtement ajouté Isabelle il y a 3 ans pour les urgences. Les dépenses du mariage de ma fille, payées avec ma pension d'enseignante, et le modeste héritage de l'assurance vie d'Étienne. Je suivais du doigt la liste des débits. Chacun était une petite trahison. Fleuriste, jardins enchantés, 3 200 euros. Salle de réception Bellevue, 8 500 euros. Traiteur Martin, 4 800 euros. Les chiffres se brouillèrent, tandis que mes yeux s'emplissaient de larmes que je refusais de laisser couler. À 62 ans, j'aurais dû être plus avisée. J'aurais dû avoir appris, à présent, que l'amour de mes enfants avait un prix. La maison me semblait, haie caverneuse, emplie des échos d'une famille qui m'avait lentement, méthodiquement, effacée de sa vie. Le fauteuil de lecture d'Étienne était toujours près de la fenêtre. Bien qu'il soit parti depuis 4 ans, j'avais tout gardé exactement comme c'était le jour de sa mort. En partie par chagrin, en partie dans l'espoir désespéré que maintenir le familier me rattacherait d'une manière ou d'une autre à une époque où je comptais pour quelqu'un. Mon téléphone vibra contre le plan de travail en granit de l'îlot de cuisine qu'Étienne m'avait offert par surprise pour notre 20e anniversaire. Un SMS d'Isabelle. « Salut maman, tu peux nous prendre quelques courses? On est en retard avec les trucs du mariage, les choses habituelles. » Merci. Les choses habituelles. Comme si j'étais une employée de maison. Comme si les 17 000 euros avec lesquels j'avais financé à mon insu le mariage de ses rêves ne signifiaient rien. Comme si je n'étais rien. Je posais le téléphone, écran vers le bas, et tournais au relevé, faisant des calculs dans ma tête. Ma pension mensuelle était de 2 800 euros. Après le prêt immobilier, les charges et les dépenses de base, il me restait peut-être 400 euros chaque mois. À ce rythme, rembourser le mariage d'Isabelle me prendrait des années. Des années de sacrifices silencieux pour un événement auquel je n'étais même pas sûre d'être entièrement la bienvenue. Pas dans le cœur de l'action en tout cas. Je serais la mère de la mariée, une figure de fond, une nécessité logistique, un portefeuille ouvert. Je repensais à mon propre mariage avec Étienne. Nous avions économisé pendant 2 ans, travaillant tous les deux, lui à l'usine, moi comme jeune institutrice. La cérémonie avait eu lieu dans la petite église du village, la réception dans la salle des fêtes municipales. Ma mère avait fait le gâteau, mes tantes les salades. C'était simple, joyeux, et surtout, c'était à nous. Nous n'aurions jamais imaginé demander à nos parents de s'endetter pour nos désirs. C'était une question de fierté, de principe, une époque révolue, apparemment. La porte d'entrée claqua, suivie du bruit familier des pas lourds de mon fils, Léo. Il avait réemménagé il y a 6 mois après son divorce, prétendant avoir besoin de temps pour se remettre sur pied. À 34 ans, Léo avait perfectionné l'art des arrangements temporaires qui devenaient des impositions permanentes. « Maman, il faut que j'emprunte ta voiture ce soir », lança-t-il depuis le couloir, sans prendre la peine de venir dans la cuisine. Aurélie et moi allons voir cet appartement à Rivebelle. Aurélie, la professeure de yoga de 26 ans avec qui il sortait depuis 3 mois et qui traitait ma maison comme son spa personnel. Elle faisait ses pratiques de méditation dans mon salon, laissant des cristaux et de la sauge en combustion qui déclenchaient mes allergies. Quand je l'avais mentionné gentiment, Léo m'avait accusée d'être inhospitalière et coincée dans le passé. Léo, l'appelai-je, m'avait X stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. « Peux-tu venir ici, s'il te plaît »
Il apparut dans l'embrasure de la porte, déjà irrité. Ses cheveux sombres étaient en désordre, et il portait le jean cher que je lui avais acheté pour Noël, à une époque où je pensais encore que les cadeaux pouvaient combler la distance grandissante entre nous. Quoi? Je suis un peu pressé. Je désignais le relevé de carte de crédit. Tu étais au courant de ça? Le regard de Léo balaya les papiers, puis se détourna. Un signe que j'avais appris à lire quand il avait 10 ans et volait des biscuits dans la boîte. Au courant de quoi? Sa voix était trop nonchalante. Il savait, et il n'avait rien dit, ce qui, d'une certaine manière, était pire que s'il avait été complice actif. Sa passivité était une forme de consentement, un accord tacite que le bien-être de sa mère était une ressource exploitable. Ta sœur a débité 17 000 € sur ma carte de crédit pour son mariage. Une pause, puis un haussement d'épaules qui me glaça le sang. Ouais, elle m'a dit un truc comme ça. Écoute, maman, c'est juste de l'argent. Tu peux te le permettre. Et Isabelle a été tellement stressée avec le mariage. Juste de l'argent. Mes économies de toute une vie, la sécurité que j'avais mis des décennies à construire, balayées comme étant insignifiantes. Juste de l'argent. Les mots sortirent plus secs que je ne l'avais prévu. Léo, c'est tout mon fonds d'urgence. C'est un prêt, dit-il en examinant ses ongles. Elle te remboursera un jour. Et puis, tu as la maison, ta pension. Tu t'en sors bien. Je fixai mon fils, cet homme que j'avais élevé, dont j'avais pansé les genoux écorchés, dont j'avais soutenu les rêves à travers 2 entreprises ratées et un mariage qui s'était terminé parce qu'il ne pouvait pas garder un emploi plus de 8 mois, et qui se tenait maintenant dans ma cuisine, dans ma maison où il ne payait aucun loyer, considérant ma sécurité financière me sans conséquence. Quand a lieu le dîner de fiançailles d'Isabelle? Demandai-je soudainement, changeant de tactique. Léo se figea. Le dîner de fiançailles? Je n'ai pas reçu d'invitation. Quand est-ce? Une autre pause. Plus longue cette fois. Oh, ça! Ouais, je crois qu'ils l'ont peut-être déjà fait. Un truc en petit comité, tu sais comment est Isabelle. Elle aime que les choses restent intimes. Le mensonge flottait dans l'air entre nous comme une chose physique. Je pouvais le sentir s'installer dans mes os, rejoignant le poids accumulé d'un millier de petites exclusions, de rejets et de cruautés désinvoltes. Des dîners d'anniversaire auxquels je n'étais pas invitée. Des récitals de petits-enfants dont j'apprenais l'existence via des publications sur Facebook. Des photos de famille dont j'étais exclue parce que tu n'aimes jamais comment tu parais sur les photos, maman. Je vois. Je pliai le relevé de carte de crédit avec soin, avec précision. Et le mariage? Y assisterai-je? Bien sûr que tu es invitée au mariage, maman. Ne sois pas dramatique. Dramatique. Comme si demander à être incluse dans la vie de ma propre fille était une exagération théâtrale. Ma vie entière, j'avais évité le drame, j'avais aplani les conflits, j'avais été le roc silencieux sur lequel ma famille s'était construite. Et maintenant, le simple fait de poser une question légitime me valait cette accusation. C'était leur technique. Me faire sentir excessive pour que je me taise, pour que je retourne à ma place de pourvoyeuse silencieuse et reconnaissante. Les clés sont sur le crochet, dis-je doucement. Essaie de ramener la voiture avant minuit. Léo attrapa les clés et s'arrêta sur le seuil. Un instant, je crus qu'il allait s'excuser, qu'il allait reconnaître la blessure dans ma voix. Au lieu de cela, il dit « Ah, et Aurélie va rester dormir ce soir. On essaiera de ne pas faire de bruit. » La porte d'entrée claqua de nouveau, me laissant seule, et avec le relevé de carte de crédit et la prise de conscience grandissante que, quelque part en chemin, j'étais devenue une étrangère dans ma propre vie,
une simple fonctionnaire de ma propre famille. Je marchai jusqu'au fauteuil d'Étienne et m'y assis lourdement. Dehors, le quartier s'installait dans les routines du soir. Madame Dubois, de l'autre côté de la rue, arrosait son jardin. Les enfants Martin faisaient du vélo dans leur allée. Des familles normales faisant des choses normales, pendant que j'étais assise, entourée des débris de relations que j'avais passé des décennies à nourrir, pour découvrir qu'elles étaient construites sur mon utilité plutôt que sur ma valeur. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS d'Isabelle. « Oublié de mentionner, peux-tu t'occuper de la compte du traiteur pour le mois prochain? C'est seulement 2000 €. L'assurance vie de papa devrait couvrir ça, non? T'es la meilleure. » Seulement 2000 €. L'assurance vie de papa devrait couvrir ça. L'assurance vie d'Étienne, qui avait déjà été décimée par ses frais médicaux, la dernière opportunité d'affaires de Léo, et maintenant le mariage de rêve d'Isabelle. L'assurance vie qui était censée garantir que je puisse vieillir avec dignité. C'était mon filet de sécurité pour les inévitables dépenses de santé et les soins dont j'aurais éventuellement besoin. Je fixais le SMS jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 34 ans de maternité. Je l'effaçais sans répondre. Mais mon silence ne suffirait pas. Je le comprenais maintenant, assise dans le fauteuil d'Étienne, alors que la dernière lumière du soir filtrait à travers les fenêtres, près desquelles il aimait tant s'asseoir. Le silence n'était qu'une autre forme de complaisance, une autre façon de dire oui à des gens qui avaient oublié comment entendre non. Dans l'obscurité grandissante de mon salon, entouré des artefacts d'un mariage et d'une maternité qui m'avaient définie sœur. Il longtemps, je commençais à planifier ce qui allait suivre. Car si mes enfants avaient décidé que ma valeur ne résidait que dans ce que je pouvais fournir, alors il était peut-être temps qu'ils apprennent ce qui se passait lorsque cette valeur était retirée. Le relevé de carte de crédit se froissa dans mes mains alors que je le pliais une dernière fois. Demain, je passerai quelques appels. Ce soir, je m'assiérai avec le fantôme d'Étienne et me souviendrai de ce que c'était que d'être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. La maison s'installa autour de moi avec ses craquements et ses soupirs familiers. Et pour la première fois depuis des mois, le silence ressemblait à une possibilité plutôt qu'à un abandon. La lumière du matin qui filtrait à travers la fenêtre de ma chambre semblait différente, en quelque sorte. Plus nette, plus déterminée. J'avais mieux dormi que depuis des mois, comme si une mécanique interne s'était enfin mise en place. À 7 heures du matin, j'étais habillée et prête à commencer ce que je considérais maintenant comme mon règlement de compte. Mon premier appel fut pour la société de carte de crédit. « Je dois signaler des débits non autorisés », dis-je à l'employé du service client, ma voix stable et claire. Ma fille a utilisé ma carte sans ma permission depuis plusieurs mois. La femme, à l'autre bout du fil, était professionnelle, voire sympathique. Oui, il pouvait bloquer la carte immédiatement. Oui, il pouvait contester les débits. Oui, ils allaient commencer une enquête. Je fournis les transactions spécifiques, les dates, les montants. 17 000 € de dépenses de mariage non autorisées. Madame, je dois vous informer que si ces débits s'avèrent frauduleux, cela pourrait entraîner des poursuites pénales contre le titulaire de la carte. Je comprends, dis-je, et je comprenais parfaitement. Je n'irai pas jusque-là, bien sûr, mais la simple menace suspendue dans l'air était une arme que je n'hésiterais pas à mentionner si nécessaire. C'était une protection, un bouclier contre les assauts émotionnels à venir. C'était la première brique de ma nouvelle forteresse. Mon deuxième appel fut pour ma banque. J'aimerais retirer quelqu'un de mon compte, leur dis-je. Mon fils, Léo, il est utilisateur autorisé depuis 2 ans, mais je révoque cet accès immédiatement. Le banquier fut efficace, ne posant que les questions nécessaires.
En 10 minutes, l'accès de Léo à mes comptes courants et d'épargne fut résilié. La carte de débit qu'il utilisait pour ses dépenses temporaires serait refusée avant midi. C'était une action si simple, un coup de téléphone de quelques minutes, mais elle me semblait d'une portée monumentale. Je reprenais le contrôle d'un territoire que j'avais cédé morceau par morceau au fil des ans, par amour, par habitude, par lassitude. Mon troisième appel fut pour mon notaire, Maître Valérie Dubois, une femme vive d'une 50aine d'années qui avait géré la succession d'Ozzy. Étienne. Hélène. La voix de Valérie était chaleureuse, mais inquiète. Ça fait un moment. En quoi puis-je vous aider? Je dois réviser mon testament, dis-je, et je dois explorer mes options concernant une utilisation non autorisée de ma carte de crédit. Nous fixâmes un rendez-vous pour l'après-midi même. À 9 heures, j'étais assise dans ma voiture devant l'école primaire de Rivebelle, où j'avais enseigné en CE2 pendant 32 ans avant de prendre ma retraite. Le parking était animé par les arrivées du matin, et je regardais les parents presser leurs enfants vers le bâtiment avec des boîtes à goûter et des cartables. Le même rituel quotidien dont j'avais été témoin pendant des décennies. Mon téléphone sonna. Isabelle. Je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale. Il sonna à nouveau immédiatement, puis encore. Au 4e appel, je répondis. « Maman, Dieu merci. » La voix d'Isabelle était frénétique. « Il y a un problème avec ta carte de crédit. Le fleuriste a appelé en disant que le paiement pour les centres de table a été refusé. La carte a été bloquée. » dis-je calmement. « Quoi? Pourquoi, maman? Le mariage est dans 6 semaines. Nous avons des prestataires qui doivent être payés. Le paiement final pour la salle est dû vendredi. » Je suis consciente du calendrier, Isabelle. Une pause. Puis sa voix changea, prenant le ton suppliant qu'elle avait perfectionné à l'adolescence. « Maman, allez. Quel que soit le problème avec la carte, on peut le régler. Appelle-les et dis-leur que c'est bon. Ce sont des débits légitimes. » Le sont-ils? Parce que je ne me souviens pas avoir autorisé 17 000 € de dépenses de mariage. Mais tu as dit que je pouvais utiliser la carte pour les urgences. Les acomptes du mariage étaient des urgences. Si nous ne les payions pas, nous perdions les lieux, les prestataires. Ton mariage n'est pas mon urgence financière, Isabelle. Le silence s'étira entre nous. Je pouvais l'entendre respirer, calculer. Essayer de trouver la bonne combinaison de mots qui me ferait capituler comme je l'avais toujours fait auparavant. Maman, tu n'es pas raisonnable. C'est mon mariage, le mariage de ta seule fille. Tu ne veux pas que je sois heureuse? La question qui m'avait contrôlée pendant 34 ans. Tu ne veux pas que je sois heureuse? Tu ne veux pas que nous réussissions? Tu ne nous aimes pas assez pour nous aider? Je veux que tu paies pour ton propre mariage, dis-je, comme le font les adultes. On n'en a pas les moyens. Alors peut-être devriez-vous organiser un mariage que vous pouvez vous permettre. Je raccrochai. Le téléphone se mit immédiatement à sonner à nouveau. Je l'éteignis. À 11 heures, j'étais au magasin de bricolage, achetant de nouvelles serrures pour mes portes d'entrée et de derrière. Le vendeur âgé, un homme que je voyais là depuis des années, m'aida à les charger dans ma voiture. Changer des serrures, c'est plus facile que les gens ne le pensent. « Ant !» dit-il d'un ton conversationnel. « Il y a des tutoriels pour tout de nos jours. » Je le remerciai et rentrai chez moi, où je trouvais la voiture de Léo dans mon allée et le tapis de yoga d'Aurélie étalé sur le sol de mon salon. L'odeur de sauge était lourde dans l'air, me faisant pleurer les yeux. Ils étaient dans la cuisine. Aurélie se préparait un smoothie avec des ingrédients de mon réfrigérateur, tandis que Léo était assis à ma table, faisant défiler son téléphone. « Maman, enfin !» dit Léo sans lever les yeux. « Il y a un problème avec ma carte de débit, et Isabelle essaie de t'appeler toute la matinée. Elle panique à propos d'un truc de paiement pour le mariage. »
La carte a été refusée parce que j'ai supprimé ton accès à mes comptes, dis-je en posant mon sac à main sur le comptoir. Et je suis au courant de la situation d'Isabelle. Aurélie leva les yeux de son mixeur, ses cheveux parfaitement méchés captant la lumière. Oh mon Dieu, Hélène, vous nous avez fait peur. Léo pensait que vous aviez peut-être eu une attaque ou quelque chose comme ça. Prendre des décisions financières aussi bizarres. Des décisions financières bizarres. Cette jeune femme de 26 ans, qui ne contribuait en rien à mon foyer, avait une opinion sur mes décisions financières. Aurélie, dis-je doucement, j'ai besoin que tu rassembles tes affaires et que tu partes. Elle rit. Quoi? Pourquoi? Parce que c'est ma maison et que tu n'habites pas ici. Léo leva enfin les yeux de son téléphone. Maman, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu agis de façon insensée. J'agis comme quelqu'un qui est propriétaire de sa maison et qui gère ses propres finances. Je me dirigeais vers la cafetière et commençais à préparer une tasse. Mes mouvements étaient délibérés et calmes. Aurélie, tu as 10 minutes pour récupérer tes affaires. Aurélie regarda mon fils, s'attendant à ce qu'il intervienne. Léo se leva, la mâchoire serrée dans l'expression têtue dont je me souvenais, et de son adolescence. Maman, arrête ça! Tu te ridiculises. Aurélie est ma petite amie et elle est la bienvenue ici. Plus maintenant. C'est ridicule. Pourquoi? Un malentendu de carte de crédit. Isabelle te remboursera. Elle le fait toujours. Je me tournais pour faire face à mon fils, pleinement. Quand est-ce qu'Isabelle m'a remboursé, Léo? L'assurance auto que j'ai couverte quand elle était à l'université? La caution pour son premier appartement? Le prêt pour son master qui était censé être temporaire? C'est différent. C'est ce que font les parents. Non, dis-je. C'est ce que je faisais. Passé composé. Aurélie était devenue très silencieuse, le smoothie oublié. Peut-être que je devrais y aller, dit-elle doucement. Oui, acquiesçai-je. Tu devrais. Le visage de Léo rougissait. Si Aurélie part, je pars aussi. L'ultimatum flottait dans l'air entre nous. Pendant 34 ans, ces mots m'auraient terrifié. La menace de mes enfants retire. En leur présence, leur amour, leur approbation, avaient été l'arme ultime de leur arsenal. Je sirotais mon café et le trouvais parfait. C'est ton choix, dis-je. Mais si tu pars, tu ne reviens pas quand ça t'arrange. Tu ne le penses pas. Mais je le pensais. Et quelque chose dans mon expression a dû le transmettre, car l'assurance de Léo vacilla. Maman, allez. Parlons de ça rationnellement. Tu es contrariée par l'histoire de l'argent, je comprends. Mais jeter ta famille par-dessus bord pour quelques débits de carte de crédit? Je ne jette pas ma famille par-dessus bord, Léo. Je refuse simplement de continuer à financer des adultes qui me traitent comme un distributeur automatique avec une cuisine attenante. Aurélie rassembla son tapis de yoga et ses cristaux avec une vitesse impressionnante. J'attendrai dans la voiture, murmura-t-elle à Léo, fuyant pratiquement la cuisine. Mon fils et moi, nous faisions face de part et d'autre de l'îlot de cuisine. Le même îlot où je lui avais servi d'innombrables repas, aidé pour ses devoirs, écouté ses rêves et ses déceptions, où je l'avais réconforté pendant son divorce et célébré ses petites victoires. Un théâtre de souvenirs soudainement souillé par cette confrontation. « Ce n'est pas toi, maman ?» dit-il, sa voix plus douce maintenant, essayant une approche différente. « Tu n'es pas cruelle. Tu ne coupes pas les ponts avec les gens. Tu es celle qui maintient la famille unie. » Je l'étais, acquiesçai-je. Mais maintenir une famille unie requiert l'effort de plus d'une personne. Mon téléphone, que j'avais rallumé, vibra avec un autre appel d'Isabelle. Je regardais l'écran
et laissait délibérément l'appel aller sur la messagerie vocale. Isabelle est probablement en train de pleurer en ce moment, dit Léo, essayant de jouer sur ma corde sensible. Son mariage est ruiné. Son mariage n'est pas ruiné. Elle a simplement besoin de trouver un moyen de le payer elle-même. Avec quel argent? Elle est, enseignante, maman. Elle ne gagne rien. J'étais enseignante aussi, Léo, pendant 32 ans. J'ai réussi à payer mon propre mariage. C'était différent. Les choses coûtaient moins cher à l'époque. Les choses coûtaient moins cher parce que les gens planifiaient en fonction de leurs moyens. Léo resta silencieux un long moment, étudiant mon visage comme s'il me voyait clairement pour la première fois depuis des années. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» demanda-t-il finalement. C'était une bonne question. Qu'est-ce que j'attendais d'eux? Des excuses, une reconnaissance de la façon dont ils avaient et ont profité de mon amour, une promesse de changer. Mais je savais que demander cela explicitement serait inutile. Le changement devait venir d'eux, pas être une condition imposée. « Je veux que vous soyez des adultes, dis-je. Je veux que vous preniez la responsabilité de vos propres vies et décisions. Je veux que vous arrêtiez de me traiter comme une ressource à exploiter. Et si on ne le fait pas? Alors, vous découvrirez à quoi ressemble la vie sans mon soutien financier. » Léo attrapa sa veste sur le dossier de la chaise. « Très bien. Tu veux jouer la dure? On peut jouer la dure, mais ne t'attends pas à ce qu'on revienne en rampant quand tu te sentiras seul et que tu réaliseras que tu as aliéné les seules personnes qui t'aiment. Les seules personnes qui t'aiment. » La cruauté désinvolte de cette phrase me coupa le souffle un instant. « Au revoir, Léo, » dis-je. Il claqua la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je terminai mon café dans le silence soudain de ma cuisine, puis j'allai chercher les nouvelles serrures dans ma voiture. J'avais du travail à faire, un travail long et difficile qui ne consistait pas seulement à changer des pièces de métal, mais à reconstruire les fondations de ma propre vie. Les nouvelles serrures furent installées à 15 heures. Je les testai 2 fois pour m'assurer qu'elles fonctionnaient correctement. Le cliquetis qu'elles produisaient, solide, décisif, ressemblait à une porte se fermant sur un chapitre de ma vie et s'ouvrant sur un autre. Je gardai une clé et rangeai l'autre dans ma boîte à bijoux, à côté de l'alliance d'Étienne. Mon rendez-vous avec Valérie Dubois était à 16 heures. Son cabinet en centre-ville sentait toujours le cuir et les vieux livres, la même odeur réconfortante dont je me souvenais quand elle nous avait aidés à traverser les derniers mois d'Étienne. Valérie elle-même semblait exactement la même. Cheveux argentés tirés en un chignon soigné, lunettes de lecture perchées sur son nez, des yeux vifs qui ne manquaient rien. « Hélène, » dit-elle en me désignant la chaise en face de son bureau en acajou. « Vous aviez l'air bouleversée au téléphone. Dites-moi ce qui s'est passé. » Je lui exposai la situation méthodiquement. Les débits de cartes de crédit non autorisés, le schéma d'exploitation financière, le mépris désinvolte de mes préoccupations, l'exclusio, haine des événements familiaux. Valérie prenait des notes, posant parfois des questions pour clarifier, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque détail. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-elle quand j'eus fini. « Des années, admis-je. Mais ça s'est intensifié depuis la mort d'Étienne. Je pense qu'il me voit comme... » Je cherchais les mots justes. Comme une ressource plutôt qu'une personne. Valérie posa son stylo et se pencha en arrière dans son fauteuil. « Hélène, ce que vous décrivez pourrait constituer un abus de faiblesse sur personne âgée. Rien que les débits de cartes de crédit. Je ne veux pas porter plainte au pénal, dis-je rapidement. Je veux juste qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences à leur choix. Compris. Parlons d'abord de votre testament, puis nous discuterons de vos autres options.
Mon testament actuel, rédigé peu après la mort d'Étienne, laissait tout à part égale entre Léo et Isabelle. La maison, mes comme PTE de retraite, l'assurance vie d'Étienne, tout était partagé en deux, avec Léo comme exécuteur testamentaire. Je veux tout changer, dis-je à Valérie. Je veux léguer la maison et la moitié de mes actifs à des œuvres de charité. Les enfants pourront se partager ce qui reste de mes comptes de retraite, mais seulement après avoir remboursé ce qu'ils m'ont pris au fil des ans. Valérie prenait des notes. Quelles œuvres de charité? La fondation pour l'alphabétisation où j'étais bénévole, le refuge pour animaux, peut-être quelque chose pour les personnes âgées qui n'ont pas de soutien familial. L'ironie ne m'échappa pas. Et vous voulez changer l'exécuteur testamentaire? Oui, vous, si vous êtes d'accord. Valérie hocha la tête. Je le suis. Maintenant, concernant la situation de la carte de crédit, la banque récupérera probablement la plupart de ses débits. Mais Hélène, je dois vous demander, êtes-vous préparée aux retombées? Vos enfants ne vont pas prendre ça qu'à aimant. Comme si elles étaient invoquées par ces paroles, mon téléphone sonna. Isabelle, encore. Je refusai l'appel. Il m'appelle toute la journée, dis-je. Léo a déjà déménagé, emmenant sa petite amie avec lui. Il semble penser que je changerai d'avis quand je me sentirai seule. Le ferez-vous? La question resta en suspens. Le ferai-je? Il serait si facile de les rappeler, de m'excuser, de rétablir le statu quo, de redevenir la mère qui disait oui à tout, qui absorbait leurs problèmes et aplanissait leur chemin. Non, dis-je, et je le pensais. Je ne le ferai pas. Le sourire de Valérie était petit, mais approbateur. Bien. Maintenant, il y a autre chose dont nous devrions discuter. Avez-vous envisagé une ordonnance restrictive? Voyons d'abord comment il gère les nouvelles limites. Au moment où je quittais le bureau de Valérie, il était près de 18 heures. Le testament révisé serait prêt d'ici la fin de la semaine. L'enquête sur la carte de crédit était en cours. Les serrures étaient changées. J'avais repris le contrôle de mon histoire, et c'était à la fois terrifiant et exaltant. Je m'arrêtais au supermarché en rentrant chez moi, n'achetant que ce dont j'avais besoin pour moi-même. Un petit blanc de poulet, des légumes frais, une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. À la caisse, je réalisais que c'était une occasion spéciale. Le premier jour de ma vie où je comptais pour moi-même autant que j'avais toujours compté pour les autres. La maison me parut différente à mon retour. Plus silencieuse, oui, mais aussi plus propre en quelque sorte. Les cristaux d'Aurélie avaient disparu. Les possessions éparpillées de Léo, magazines, vaisselle sale, câbles de chargeur, avaient été balayées. L'air ne sentait plus la sauge et la prétention. J'étais en train de préparer le dîner quand j'entendis frapper doucement à ma porte arrière. À travers la fenêtre, je vis ma voisine de 2 maisons plus bas, une femme de mon âge à qui j'avais fait des signes de la main de temps en temps, mais avec qui je n'avais jamais vraiment parlé. Elle tenait un plat à gratin. J'ouvris la porte avec prudence. « Bonjour », dit-elle, offrant un sourire timide. « Je suis Élise Renaud. J'habite dans la maison bleue avec le jardin. J'espère que je ne dérange pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait eu de l'agitation tout à l'heure, des éclats de voix, et j'ai vu un jeune homme partir avec des valises. » Elle s'arrêta, l'air embarrassé. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » Élise Renaud. Madame Renaud. Je la regardais s'occuper de son jardin depuis des années, admirant ses rosiers et ses parcelles de légumes, mais nous n'avions jamais fait plus qu'échanger des banalités sur la météo. « Je vais bien », dis-je automatiquement. Puis je me repris. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je passe une journée difficile, mais je gère. Voudriez-vous de la compagnie pendant que vous gérez?
demanda-t-elle en souliers, évant légèrement le plat à gratin. J'ai fait trop de lasagne, et manger seul devient lassant à la longue. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Une reconnaissance. Peut-être la compréhension d'une femme seule depuis un certain temps s'adressant à une autre. « J'étais juste en train d'ouvrir une bouteille de vin, » me suis-je surprise à dire. « Je vais chercher des verres, » dit Élise, comme si c'était déjà décidé. 40 minutes plus tard, nous étions assises à la table de ma cuisine, partageant ces excellentes lasagnes et mon Pinot Grigio précieusement gardé. Élise était veuve, elle aussi. Son mari était mort il y a 3 ans, du même cancer qui avait emporté Étienne. Elle avait 2 enfants adultes, tous 2 vivant à l'autre bout du pays, tous 2 ayant réussi et étant occupés par leur propre vie. « Ils appellent tous les dimanches, » dit-elle quand je lui posai la question. « De beaux appels. »« Comment vas-tu, maman? Manges-tu bien? As-tu pensé à prendre tes médicaments? » Ils ont de bonnes intentions, mais parfois, j'ai l'impression qu'ils cochent une case. Visite à la mère âgée. Effectuée. Au moins, ils appellent, dis-je, puis je me sentis immédiatement déloyale pour cette comparaison. Vos enfants n'appellent pas, et, d'une manière ou d'une autre, assise dans ma cuisine avec cette femme que je connaissais à peine, je me retrouvais à raconter toute l'histoire. L'argent, les exclusions, les rejets désinvoltes, le dîner de fiançailles auquel je n'avais pas été invitée, les débits de cartes de crédit qui m'avaient finalement ouvert les yeux sur la façon dont ils m'avaient complètement utilisée. Élise écouta sans jugement, hochant parfois la tête ou faisant de petits bruits de sympathie. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un moment. « Comment vous sentez-vous maintenant » demanda-t-elle. Après avoir posé ses limites. Terrifiée, admis-je, et soulagée. Et coupable de me sentir soulagée. La culpabilité s'estompera, dit Élise, et avec certitude. Le soulagement deviendra plus fort. Comment le savez-vous? Elle sourit. Et pour la première fois, je remarquai qu'elle avait des rides du sourire autour des yeux et une cicatrice sur le menton qui rendait son visage intéressant plutôt que parfait. Parce que j'ai vécu quelque chose de similaire avec ma sœur. Pas pour de l'argent, mais de la manipulation émotionnelle. Des années à être celle qui cédait toujours, qui s'accommodait toujours, qui sacrifiait toujours ma paix pour l'harmonie familiale. Finalement, j'ai arrêté. J'ai coupé complètement le contact. Le regrettez-vous? Je regrette le temps que ça m'a pris pour le faire. Sa voix avait une dureté qui me surprit. Mais parfois, je me demande si je ne suis pas allée trop loin. Il y a des jours où elle me manque. Malgré tout. Mon téléphone vibra avec un SMS. Isabelle. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai peur et je ne sais pas quoi faire pour le mariage. Je suis désolée si je t'ai contraire. Arié, mais s'il te plaît, ne me punis pas pour avoir utilisé la carte alors que tu avais dit que c'était pour les urgences. Je montrai le message à Élise, qui le lut avec une expression pensive. Elle joue toujours la victime, observa-t-elle, son ton sec. Remarquez comme elle est désolée si elle vous a contrarié. Pas désolée d'avoir pris 17 000 € sans permission. Et elle recadre le vol en punition. Je n'avais pas remarqué la formulation prudente, mais Élise avait raison. Même dans ses excuses, Isabelle manipulait le récit. « Que feriez-vous » demandai-je. « Je couperais les ponts complètement » dit Élise sans hésitation, puis elle se reprit. « Mais c'est mon propre bagage qui parle. » La question est, qu'est-ce qui vous semble juste, à vous? Je regardais à nouveau le message, sentant l'attraction familière de la culpabilité maternelle. Isabelle avait peur. Isabelle avait besoin d'aide. Isabelle était désolée, ou du moins elle le disait. Mais sous cette culpabilité, il y avait quelque chose de nouveau.
une reconnaissance lucide du schéma. La crise, l'appel à mes émotions, le subtil transfert de blâme, l'attente que mon amour l'emporte sur mon jugement. J'effaçai le message sans répondre. Bien, dit simplement Élise. Mais il y avait quelque chose dans son expression, un éclair de quelque chose de plus dur, presque vindicatif, qui me fit me demander si sa propre histoire familiale n'était pas plus compliquée qu'elle ne l'avait laissé entendre. Nous parlâmes jusqu'à près de 22 heures, de livres, de jardinage et de la solitude particulière du veuvage. D'enfants qui voyaient leurs parents comme des distributeurs automatiques et de la difficulté d'aimer des gens qui ne vous voyaient pas clairement. Du courage qu'il fallait pour choisir sa propre paix plutôt que les attentes des autres. Quand Élise partit finalement, promettant de rapporter le plat de lasagne le lendemain, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Le début d'une amitié qui n'était pas basée sur ce que je pouvais fournir, mais sur qui j'étais. J'étais en train de laver nos verres à vin quand mon téléphone sonna une dernière fois. Léo. Maman. Sa voix était différente, moins assurée, plus incertaine. Écoute, peut-être qu'on a mal commencé aujourd'hui. Aurélie et moi restons chez elle ce soir, mais je voulais appeler et, je ne sais pas, parler. J'écoute. Le truc de la carte de débit nous a vraiment mis dans le pétrin. J'ai dû payer le dîner avec des pièces que j'ai trouvées dans la voiture. Il fit une pause, s'attendant clairement à ce que je propose de régler le problème. Quand je ne le fis pas, il continua. Isabelle est vraiment bouleversée. Elle a pleuré toute la journée. La salle de réception a appelé et a dit que s'ils ne recevaient pas le paiement final d'ici vendredi, ils annulaient la réservation. Cela semble stressant pour elle. Une autre pause. Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu agis, est-ce comme une étrangère? Peut-être que vous ne m'avez jamais vraiment bien connue? Le silence s'étira entre nous. Finalement, Léo dit. Alors, et maintenant? On ne se parle plus, c'est ça? On peut parler quand tu veux, Léo. Mais la conversation sera différente maintenant. Différente comment? Je ne te donnerai plus d'argent. Je ne résoudrai plus tes problèmes. Je ne ferai plus semblant que profiter de moi est la même chose que d'être aimé. Mon Dieu, maman, on dirait qu'on n'est pas une famille? La question resta en suspens. Je pouvais l'entendre respirer, pouvais presque le sentir lutter pour trouver une réponse qui restaurerait l'ancienne dynamique sans reconnaître aucun tort. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, dit-il finalement. Prends tout le temps dont tu as besoin, lui dis-je, et je le pensais. Après qu'il eut raccroché, je m'assis dans ma cuisine silencieuse, entourée des preuves d'une soirée qui m'avait surprise. 2 verres à vin, l'odeur persistante des lasagnes maison d'Élise. Le sentiment que peut-être il y avait une vie au-delà des limites que j'avais toujours acceptées. Demain apporterait de nouveaux défis. Isabelle intensifierait ses appels. Léo essaierait différentes tactiques. Ils impliqueraient d'autres membres de la famille, des amis communs. Quiconque pourrait me faire pression pour que je reprenne mon ancien rôle. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, je suis allée me coucher en sentant que j'étais exactement là où je devais être. Le siège commença le jeudi matin. Je me réveillai pour trouver la voiture d'Isabelle dans mon allée et ma fille assise sur mon porche, encore dans les vêtements de la veille, du mascara striant ses joues. À travers la fenêtre, je pouvais voir qu'elle avait pleuré pendant des heures. Je préparai du café et des toasts, pris mon temps pour m'habiller, et finalement, j'ouvris la porte d'entrée à 8h30. « Maman !» La voix d'Isabelle était rauque. « Je suis là depuis 5h du matin. Il faut qu'on parle. »« Bonjour Isabelle, tu as l'air épuisée ?» Elle se leva péniblement, vacillant légèrement.
Je n'ai pas dormi. Je ne peux pas manger. Le mariage est ruiné et je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Je ne te fais rien, dis-je calmement. Je cesse simplement de faire des choses pour toi. La salle a annulé. Ils ont appelé hier après-midi. Le paiement final était dû. Et quand ils n'ont pas pu le traiter, elle fondit en de nouvelles larmes. 2 ans de planification, maman. 2 ans. Et maintenant, nous n'avons rien. Je scrutais le visage de ma fille. La regardais vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois. À 31 ans, Isabelle avait toujours la capacité de se faire passer pour une enfant blessée quand elle voulait quelque chose. Son fiancé, Arthur, un homme décent d'après ce que j'en savais, n'avait probablement aucune idée à quel point elle était douée pour la manipulation émotionnelle. « Qu'est-ce qu'Arthur pense de tout ça ?» demandai-je. « Arthur n'est pas au courant, » dit-elle rapidement. « Je ne lui ai pas parlé des problèmes d'argent. Il pense que tout est payé. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie, juste cette fois, aide-moi à arranger ça. » Juste cette fois. La phrase qui avait précédé chaque demande financière de la dernière décennie. « Isabelle, assieds-toi, » dis-je en m'installant dans l'un des fauteuils de Porsche qu'Étienne avait construit des années auparavant. « Nous allons avoir une conversation, mais ce n'est pas la conversation que tu attends. » Elle se percha sur le bord de l'autre chaise, comme un oiseau prêt à s'envoler. « Si c'est pour te rembourser, je le ferai. Je le promets. » Une fois qu'Arthur et moi serons installés, après la lune de miel. « Quand as-tu décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse dans ton dîner de fiançailles ?» La question l'a pris clairement au dépourvu. « Quoi ? Ton dîner de fiançailles ? Quand est-ce ce que toi et Arthur avez décidé que la mort de votre père signifiait que je ne faisais plus partie de la famille ?» La bouche d'Isabelle s'ouvrit et se ferma comme un poisson. « Ce n'était pas comme ça. C'était juste la famille proche. Les parents d'Arthur, sa sœur. Je suis ta famille proche, Isabelle. Je suis ta mère. Je le sais. Mais quand as-tu décidé qu'utiliser ma carte de crédit sans permission était acceptable? Tu as dit que je pouvais l'utiliser pour les urgences. Un mariage n'est pas une urgence. Un mariage est un choix. Et même si c'était une urgence, 17 000 € nécessitent une conversation. Le sang-froid d'Isabelle se fissurait. D'accord. J'aurais dû demander avant. Je suis désolée. Mais le mal est fait maintenant, et on peut le réparer si seulement tu veux bien. Non. Le mot resta suspendu entre nous, comme une barrière physique. Isabelle me fixa comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Comment ça, non? On. Je veux dire que je ne vais plus régler tes problèmes. Je ne vais plus payer pour tes choix. Je ne serai plus traité comme un distributeur automatique avec une maison attenante. Tu es ma mère. Oui, dis-je doucement. Je le suis. Et pendant 31 ans, je t'ai montré à quoi ressemble l'amour inconditionnel. J'ai sacrifié, soutenu et facilité les choses pour toi à travers chaque crise et chaque mauvaise décision. Et en retour, tu as appris à me voir comme une ressource plutôt qu'une personne. Isabelle pleurait à nouveau, mais ses larmes étaient différentes, de colère, de frustration. Et alors? Tu vas juste m'abandonner? Laisser mon mariage être ruiné parce que tu fais une sorte de crise de la quarantaine? J'ai 62 ans, Isabelle. Si je fais une crise, c'est une prise de conscience tardive. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Élise. Café plus tard si tu as besoin de renfort. La simple gentillesse de ce geste, quelqu'un qui prenait de mes nouvelles, offrant son soutien sans rien attendre en retour, renforça encore plus ma résolution. J'ai besoin que tu partes maintenant, dis-je à Isabelle. Tu seras la bienvenue quand tu seras prête à avoir une conversation d'adulte sur la façon dont nous pouvons avancer.
Une conversation d'adulte? La voix d'Isabelle monta. Tu veux une conversation d'adulte? Très bien. En voici une, d'adulte. Tu es une vieille veuve seule qui est en train de chasser les seules personnes qui se soucient de toi. Tu finiras par mourir seule, et ce sera de ta propre faute. La cruauté de ces paroles était à couper le souffle. Étienne était mort depuis 4 ans, et elle utilisait mon chagrin et ma peur de l'abandon comme des armes pour me manipuler et me faire obéir. Au revoir, Isabelle, dis-je en me levant et en me dirigeant vers ma porte d'entrée. Maman, attends. La panique dans sa voix était réelle maintenant. Je suis désolée. Je ne le pensais pas. J'ai juste peur, et je suis contrariée. Et je fermai la porte et tournai le pêne dormant. Isabelle frappa à la porte pendant plusieurs minutes, alternant entre excuses et menaces, avant de finalement repartir en voiture. Je la regardais depuis ma fenêtre, alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant encore 20 minutes, appelant probablement Léo ou Arthur ou quiconque pourrait me convaincre de changer d'avis. Vers midi, la cavalerie arriva. D'abord, ce fut l'ex-femme de Léo, Manon, quelqu'un que j'avais toujours apprécié, malgré le divorce. Elle sonna à la porte et se tint sur mon porche, les mains jointes devant elle, l'air mal à l'aise. « Bonjour Hélène », dit-elle quand j'ouvris la porte. « Léo m'a demandé de venir vous parler. »« Comment vas-tu, Manon? Comment vont les enfants? Ils vont bien? Ils grandissent vite ?» Elle se balança d'un pied sur l'autre. « Écoutez, je ne veux pas vraiment me mêler de ça. Mais Léo a dit qu'il y avait une sorte d'urgence familiale. »« Il n'y a pas d'urgence, dis-je. Il y a une conséquence. » Je l'invitai à entrer pour un café et lui racontai la vérité sur l'exploitation financière, les exclusions, le schéma de profit de mon amour et de ma générosité. Manon écouta avec un malaise croissant. « Je n'en avais aucune idée, » dit-elle finalement. « Léo a toujours donné l'impression que vous étiez heureuse d'aider. » J'étais, passé composé. Il a vraiment du mal, Hélène. Le divorce a été coûteux et sa situation professionnelle? Elle s'interrompit, réalisant qu'elle ne faisait que renforcer mon argument. Manon, tu as réussi à subvenir à tes besoins et à ceux de 2 enfants avec un salaire d'enseignante. Si Léo a du mal, c'est parce qu'il n'a jamais appris à vivre selon ses moyens. Elle partit peu de temps après, regrettant clairement son implication. À 14 heures, Arthur arriva. Le fiancé d'Isabelle était ingénieur en informatique. Calme et réfléchi. Quelqu'un qui m'avait toujours traité avec respect. Quand j'ouvris la porte, il avait l'air sincèrement affligé. « Madame Lefebvre, » dit-il, « j'espère que ça ne vous dérange pas que je passe. » Isabelle m'a parlé de la situation du mariage et je voulais m'excuser. Ça, je ne m'y attendais pas. « Vous excusez de quoi, Arthur ? » Je n'avais aucune idée qu'Isabelle avait débité autant sur votre carte de crédit sans demander. Elle m'a dit que vous aviez proposé d'aider avec les frais du mariage. Et j'ai pensé... j'ai pensé que c'était votre cadeau pour nous. Il passe sa main dans ses cheveux. Si j'avais su qu'elle prenait de l'argent sans permission, je ne l'aurais jamais permis. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis une lueur d'espoir. Voici quelqu'un qui prenait ses responsabilités, qui montrait un remords sincère. « Entrez, » dis-je. « Parlons. » Arthur expliqua qu'Isabelle s'occupait de toutes les finances du mariage, lui disant que tout était couvert. Il avait proposé de contribuer davantage, mais elle avait insisté sur le F, et que c'était géré. Il n'avait eu aucune idée des débits sur la carte de crédit, de l'accès non autorisé à mes comptes, ni du schéma de dépendance financière. « J'aime Isabelle, » dit-il, « mais je commence à voir certaines choses chez elle qui m'inquiètent. Comme la façon dont elle parle de vous parfois.
comme si vous étiez censé résoudre tous ces problèmes. Et quand je suggère que nous devrions payer notre part, ou peut-être avoir un mariage plus modeste, elle agit comme si j'étais déraisonnable. Il fit une pause. C'est pour ça que vous n'étiez pas invité au dîner de fiançailles? Mon cœur se serra. Vous l'avez remarqué? J'ai posé la question à Isabelle. Elle a dit que vous étiez occupé ce week-end-là, que vous aviez refusé de venir. Mais quelque chose dans sa réponse m'a semblé étrange. Je lui dis la vérité à ce sujet aussi. Sur le fait d'avoir appris par Léo que j'avais été exclue, sur le schéma d'être laissée de côté des réunions de famille, sur le fait d'être traitée comme un inconvénient dans la vie de ma propre fille. Le visage d'Arthur devint de plus en plus troublé. Madame Lefebvre, je suis tellement désolée. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, j'aurais insisté pour que vous soyez incluse. Que ferez-vous maintenant? Demandai-je. Je ne sais pas, admit-il. Isabelle parle de s'enfuir à Las Vegas, d'utiliser nos économies. Mais honnêtement, je commence à me demander si c'est le bon moment pour nous de nous marier. Si nous ne pouvons pas communiquer honnêtement sur l'argent et la famille. Il haussa les épaules, impuissant. Après le départ d'Arthur, j'appelai Élise. Elle arriva en moins d'1 heure, avec une bouteille de vin et un sac de plats à emporter chinois. « Journée difficile ?» demanda-t-elle en scrutant mon visage. « Journée éducative, » dis-je. J'apprends exactement qui sont mes enfants quand ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent de moi. Nous étions à mi-chemin du dîner quand mon téléphone sonna. Léo. « Maman, ça a assez duré, » dit-il sans préambule. Isabelle est en vrac. Son fiancé pose des questions, et tu es en train de détruire la famille pour de l'argent. Je ne détruis rien, Léo. Je refuse simplement de le financer. Tu as parlé à Manon, tu as parlé à Arthur, tu montes tout le monde contre nous. Je leur ai dit la vérité. Si la vérité les monte contre vous, peut-être que le problème n'est pas la vérité. Très bien, tu veux jouer la dure? On va jouer la dure, on pense à te faire déclarer inapte. La menace était si absurde que j'en ris. Pour quel motif? Changement soudain de comportement? Décision financière irrationnelle? Tu ne réfléchis clairement pas droit. Élise, qui pouvait entendre la voix élevée de Léo à travers le téléphone, leva les yeux au ciel et mima. « Amateur ?» « Léo, » dis-je calmement. J'ai révisé mon testament. J'ai consulté mon notaire. J'ai pris des décisions financières mûrement réfléchies qui protègent mes actifs d'un et utilisation non autorisée. Si tu souhaites contester ma compétence mentale, tu es libre d'essayer. Mais je dois te prévenir, Maître Dubois a une excellente documentation de mon processus de prise de décision. Le silence à l'autre bout du fil était satisfaisant. Ce n'est pas fini, dit finalement Léo. Non, acquiesçai-je. Ça ne fait que commencer. Après avoir raccroché, Élise remplit nos verres de vin. Comment te sens-tu? Comme si j'étais au bord d'une falaise, admis-je. Terrifiée, mais aussi libre. La partie terrifiée s'estompera, m'assura Élise. La partie libre deviendra plus forte. Combien de temps ça a pris avec ta sœur? Environ 6 mois avant que la culpabilité cesse d'être écrasante. 1 an avant que je cesse de sursauter à chaque fois que le téléphone sonnait. Elle fit une pause, un étrange mélange d'émotions traversant son visage. J'ai fait l'erreur de couper complètement les ponts avec elle. Aucune place pour la réconciliation. Parfois, je me demande si je ne suis pas allée trop loin. J'étudiais ma nouvelle amie plus attentivement. Il y avait une fragilité chez Élise que je n'avais pas pleinement remarquée auparavant. Une dureté sous sa gentillesse qui parlait de vieilles blessures. « Depuis combien de temps ne lui as-tu pas parlé ?» demandai-je doucement. « 7 ans. » La voix d'Élise était tendue. Elle m'a contactée à la mort de mon mari. Je l'ai ignorée.
L'orgueil est une sacrée chose, Hélène. La conversation changea, révélant plus de complexité en Élise que je ne l'avais initialement compris. Elle était solidaire, mais portait aussi ses propres regrets. Ses conseils étaient colorés par ses propres expériences. Mais Hélène, dit-elle plus tard, son ton sérieux. Je dois te demander, es-tu préparée à la possibilité qu'il ne change pas d'avis? Que cela puisse être permanent? La question que j'évitais. Étais-je préparée à perdre mes enfants pour toujours? Plutôt que de redevenir leur filet de sécurité émotionnelle et financier. Je pensais aux paroles cruelles d'Isabelle sur le fait de mourir seule, aux menaces et manipulations de Léo. À 34 ans, passée à être considérée comme acquise, rejetée et exclue. Puis, je pensais à l'amitié d'Élise, librement offerte mais complexe avec ses propres regrets, au respect et au remords sincères d'Arthur, à la paix que j'avais ressentie dans ma propre maison pour la première fois depuis des années. Oui, dis-je. Je pense que je le suis, mais je ne vais pas couper les ponts complètement comme tu l'as fait avec ta sœur. Je change juste les termes de notre relation. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Élise. Du respect peut-être, ou de l'envie face à mon approche plus mesurée. Dehors, le soleil se couchait sur mon quartier, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles tentatives de manipulation, de nouveaux tests de ma résolution. Mais ce soir, j'étais une femme qui comptait pour elle-même autant qu'elle avait toujours compté pour les autres. Et ça, je le découvrais. C'était suffisant. Le lendemain matin, apporta un petit paquet sur le pas de ma porte. À l'intérieur, se trouvait une note manuscrite d'Arthur. Je pensais que vous aimeriez voir ça. Je suis désolée que vous n'ayez pas été là. Arthur. En dessous, il y avait des photos du dîner de fiançailles. Isabelle riant avec les parents d'Arthur. Léo portant un toast. Tout le monde avait l'air heureux et festif dans un restaurant du centre-ville que je reconnus. La douleur de l'exclusion me submergea à nouveau, mais cette fois, elle était tempérée par la gentillesse d'Arthur à reconnaître ce qui s'était passé. Je buvais mon café du matin quand Élise appela. « Juste pour prendre des nouvelles ?» dit-elle. « Comment tiens-tu le coup ?»« Mieux que prévu, » lui dis-je. Arthur m'a envoyé des photos du dîner de fiançailles. C'est gentil de sa part. Tu penses qu'il va rester avec Isabelle? Je ne suis pas sûre. J'hésitais. Élise, puis-je te poser une question personnelle sur ta sœur? Il y eut une pause. Quoi à son sujet? Penses-tu parfois à la recontacter maintenant, à essayer d'établir une relation plus saine? Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Je ne saurais pas comment faire, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Trop de temps a passé. Trop de choses ont été dites, ou pas dites. Il n'est jamais trop tard pour essayer, suggérai-je doucement. Certains ponts restent brûlés, Hélène. Son ton était devenu dur, défensif. Écoute, je dois y aller. J'ai un rendez-vous. On se parle plus tard. Elle raccrocha avant que je puisse répondre, me laissant avec le sentiment troublant que ma nouvelle amitié était plus compliquée que je ne l'avais réalisé. Élise avait ses propres démons, ses propres regrets. Ses conseils, bien que précieux, venaient d'un lieu de douleur autant que de sagesse. Je passais la journée à me concentrer, entrer sur moi-même, lisant, jardinant, appelant le centre d'alphabétisation pour des opportunités de bénévolat. L'après-midi, je me sentais plus stable, plus centrée que je ne l'avais été depuis des années. Ce soir-là, mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Madame Lefebvre, c'est Donald Kent de la salle de réception Bellevue. Je vous appelle au sujet de la réservation de mariage de votre fille. »« Oui, monsieur Kent. Nous avons reçu un paiement cet après-midi pour le solde restant. Je voulais confirmer que cela a été autorisé par vous. »
car il y a eu une certaine confusion au sujet du compte. Je ressentis une secousse d'alarme. Je n'ai fait aucun paiement. Qui l'a fait? Le paiement est venu de Monsieur Kendrick, le marié. Il a payé le solde en totalité et nous a demandé de vous appeler directement pour confirmer. Après avoir raccroché, je restais assise, dans un silence stupéfait. Arthur avait payé la salle, une somme substantielle, sans le dire à Isabelle, et si était assuré que je le sache. C'était un geste qui en disait long. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Arthur. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai pris votre numéro sur le téléphone d'Isabelle. J'ai payé la salle. Je dois parler à Isabelle de notre avenir, mais peu importe ce qui se passera, je voulais arranger les choses avec vous. Seriez-vous d'accord pour qu'on prenne un café demain? Je répondis par SMS. Oui, et merci Arthur. Le lendemain, je retrouvai Arthur dans un petit café du centre-ville. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. J'ai beaucoup réfléchi, dit-il après que nous ayons commandé. À Isabelle, à notre relation, au genre de mariage que nous aurions. Et je l'aime, dit-il simplement. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Pas seulement pour l'argent, mais pour la façon dont elle traite les gens qu'elle est censée aimer, la façon dont elle a parlé de vous, les choses qu'elle a dites. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés, proposai-je, me surprenant à défendre ma fille. Ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit, c'est le schéma. Arthur baissa les yeux sur son café. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, Isabelle m'a dit que son père était mort et que vous étiez devenue distante, que vous l'aviez repoussé dans votre chagrin. Elle a dit que vous étiez jalouse de son bonheur. La révélation me frappa comme un coup physique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je le sais maintenant. La voix d'Arthur était douce. J'ai observé, écouté. Vous n'êtes pas la personne qu'elle a décrite. Nous parlâmes pendant plus d'1 heure de l'enfance d'Isabelle, de la mort d'Étienne, de l'érosion progressive de ma relation avec mes enfants. Que ferez-vous? Demandai-je finalement. J'ai besoin d'avoir une conversation honnête avec Isabelle sur tout, et ensuite, je devrai décider si c'est une relation que je veux continuer. Il me regarda directement. Indépendamment de ce qui se passera avec Isabelle et moi, je veux que vous sachiez que je vous respecte, Madame Lefebvre, et que je suis désolée pour mon rôle dans tout cela. Après le départ d'Arthur, je restais assise dans le café, ressassant notre conversation. La douleur d'apprendre comment Isabelle m'avait dépeinte se mêlait à la gratitude pour l'intégrité d'Arthur. C'était un ragoût émotionnel complexe, mais sous tout cela se trouvait un sentiment de clarté grandissant. Je n'étais pas responsable des choix ou du bonheur de mes enfants adultes. Je pouvais les aimer sans encourager leurs pires instincts. Et surtout, je méritais mieux que ce que j'avais eu. Quand je rentrais chez moi, il y avait un message de Valérie. Le testament révisé était prêt pour ma signature. Un autre pas vers la reconquête de ma vie. Élise était dans son jardin quand je me garais dans mon allée. Elle me fit un signe de la main. Mais il y avait une réserve dans sa posture qui n'est pas là avant notre conversation sur sa sœur. Je m'approchais, déterminée à clarifier les choses. « Je suis désolée si j'ai outrepassé mes droits hier », dis-je sans préambule. Élise tailla un rosier avec plus de force que nécessaire. « Tu ne l'as pas fait ? Je ne suis juste pas douée pour parler de Claire. »« Ta sœur ? » ?»« Oui. » Elle soupira, posant son sécateur. « Tu as raison, tu sais. Sur le fait de ne pas couper les ponts complètement. J'ai été trop absolue avec Claire, trop fière, trop blessée. » Elle me regarda directement. « Ne fais pas mon erreur, Hélène. Pose des limites, oui, mais laisse une porte ouverte, même si ce n'est qu'une fente. » C'était le moment le plus vulnérable où je l'avais vue, et cela cimenta notre amitié d'une nouvelle manière.
Nous n'étions plus seulement deux veuves, seules trouvant de la compagnie. Nous étions des femmes, s'entraidant pour naviguer sur un terrain familial difficile, offrant à la fois soutien et mise en garde, de par nos expériences différentes. Ce soir-là, je reçus un SMS de chacun de mes enfants à quelques minutes d'intervalle. D'Isabelle. Arthur et moi devons te parler. Pouvons-nous passer demain soir? De Léo. Isabelle a appelé. Nous devons avoir une réunion de famille. Ça a assez duré. Je répondis aux deux avec le même message. 19h demain. Chez moi. En me préparant pour la nuit, je réalisais que demain serait un tournant. Mes enfants venaient avec un programme, probablement coordonné entre eux. Ils auraient des arguments préparés, des appels émotionnels, peut-être même des menaces. Mais pour la première fois dans notre relation d'adulte, je les rencontrais en tant qu'égales, pas en tant que ressource infinie de soutien et de pardon. Quoi qu'il arrive demain, je ne retournerai pas au statu quo. La Hélène qui s'était laissée utiliser avait disparu, remplacée par quelqu'un qui s'estimait trop pour accepter des miettes d'affection en échange d'un don illimité. Dehors, un orage se préparait, le tonnerre, et grondant au loin. Je m'endormis au son de la pluie contre les fenêtres, me sentant étrangement paisible malgré la confrontation à venir. 3 semaines plus tard, j'étais dans mon jardin quand la voiture d'Arthur se gara dans mon allée. Les 21 derniers jours avaient été les plus calmes de ma vie d'adulte. Pas d'appels téléphoniques frénétiques pour des urgences. Pas de visiteurs inattendus demandant de l'argent ou des solutions. Personne ne traitant ma maison comme un hôtel ou mon compte en banque comme une ressource communautaire. Élise et moi étions tombés dans une routine facile de café le matin et de promenade le soir. Nous avions eu nos désaccords. Elle était plus cynique que moi sur la possibilité d'une réconciliation avec mes enfants. Mais notre amitié s'était approfondie grâce à des conversations honnêtes. Elle avait même mentionné la possibilité de recontacter sa sœur après toutes ces années, inspirée par mon approche plus mesurée, et j'avais commencé à me souvenir de ce que c'était que de vivre pour soi-même. La société de cartes de crédit avait statué en ma faveur. 17 000 € de débit non autorisé annulés, avec une note dans leur dossier sur une fraude potentielle. Isabelle ne ferait face à aucune accusation pénale, mais elle ne recevrait également aucun financement pour le mariage de mon compte compromis. Arthur avait l'air différent alors qu'il remontait mon allée. Plus mince, peut-être, et certainement plus sérieux. Il tenait une enveloppe à la main. « Madame Lefebvre », dit-il quand j'ouvris la porte. « Avez-vous quelques minutes ?»« Bien sûr. Voulez-vous un thé glacé ?» Nous nous assîmes sur la terrasse arrière, où les rosiers d'Étienne fleurissaient enfin de nouveau, après des années de mes soins négligents. J'avais passé plus de temps dans le jardin ces derniers temps, redécouvrant la paix qui vient de nourrir quelque chose, qui pousse parce qu'on s'en occupe, pas parce qu'on le finance. « Le mariage est annulé », dit Arthur sans préambule. Je posai mon verre avec précaution. Je suis désolée de l'apprendre. L'êtes-vous? La question était directe, sans accusation. Il y réfléchit honnêtement. Oui et non, dit-il finalement. Je suis désolée qu'une relation dans laquelle je me suis tant investie n'ait pas pu être sauvée. Je ne suis pas désolée d'avoir découvert ces problèmes avant de prendre un engagement légal. Il me tendit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 8 500 €, la moitié des débits de carte de crédit qui avaient été annulés. « Arthur, je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous le pouvez. C'est ma responsabilité. J'ai bénéficié de cet argent, même si je ne savais pas d'où il venait. La compte de la salle, la compte du traiteur, c'était aussi pour mon mariage. » Je regardais le chèque, puis ce jeune homme qui prenait la responsabilité de quelque chose qui n'était techniquement pas de sa faute. « Qu'a dit Isabelle quand vous lui avez dit que vous m'apportiez ça ?» Le rire d'Arthur était amer.
Isabelle ne sait pas que je suis là. Nous ne nous sommes pas parlé depuis que j'ai annulé le mariage il y a 2 semaines. Que s'est-il passé? Après notre réunion de famille ce soir-là, il fit une pause, faisant référence à la réunion tendue où Isabelle et Léo étaient arrivés avec un front uni, prêts à me faire pression pour que je recule. La réunion qui s'était terminée avec Isabelle partant en trombe quand j'avais refusé de retirer mes limites, et Léo la suivant en marmonnant sur mon entêtement. J'ai demandé à Isabelle d'avoir une conversation honnête sur l'argent et la dynamique familiale. J'ai suggéré que nous reportions le mariage et que nous suivions une thérapie de couple pour résoudre les problèmes de communication. Il fit une pause. Elle m'a dit que j'étais manipulée par une vieille femme amère qui ne supportait pas de voir sa fille heureuse. La piqûre familière des mots d'Isabelle était atténuée par le temps et la perspective. Et, vous avez dit... J'ai dit que si elle ne pouvait pas voir comment elle vous avait traité, alors peut-être que nous n'étions pas prêts à nous marier. Arthur regarda le jardin. Elle a fait ses valises ce soir-là, et retourné vivre avec sa colocataire d'université. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Soulagé, admit-il, ce qui me dit probablement tout ce que j'ai besoin de savoir. Nous restâmes assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le chat d'Élise traquer quelque chose dans les buissons d'à côté. « Puis-je vous demander quelque chose, Madame Lefebvre? »« Hélène? »« Eh oui. Comment avez-vous su? Comment avez-vous finalement décidé d'arrêter de la soutenir? » Je pensais au relevé de cartes de crédit étalé sur la table de ma cuisine, au fauteuil vide d'Étienne, à l'accumulation lente de petites cruautés qui avaient finalement atteint une masse critique. J'ai réalisé que je pleurais quelqu'un qui était encore en vie, dis-je. Je pleura. Et la fille que je pensais avoir, tout en ignorant la femme qu'elle était réellement devenue. Arthur hocha la tête. Je crois que je faisais quelque chose de similaire. Après son départ, je restais seule sur la terrasse avec son chèque entre les mains. Il représentait plus que de l'argent. C'était une reconnaissance, du respect, de la responsabilité, tout ce que mes propres enfants n'avaient pas réussi à offrir. Mon téléphone sonna. Élise. « Comment ça s'est passé avec Arthur ?» demanda-t-elle. « Comment savais-tu qu'il était là ?» Il se peut que j'arrosais mes plantes près de la clôture, par coïncidence. Je ris. Ça s'est bien passé. C'est un homme bien, et Isabelle est sur le point d'apprendre à quoi ressemble la vie sans filet de sécurité. Ce soir-là, je lisais sur le porche quand une voiture que je ne reconnus pas s'arrêta. Isabelle sortit du côté passager, suivie d'une femme de son âge, la colocataire d'université, je supposais. Isabelle avait l'air différente. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre, ses vêtements froissés. Le vernis de ses visites précédentes avait été remplacé par quelque chose de brut, de plus désespéré. « Maman !» dit-elle en s'arrêtant au bas des marches du porche. « Il faut qu'on parle. »« Bonsoir, Isabelle. »« Bonjour, » dis-je à sa compagne. « C'est Mélissa, » dit Isabelle avec impatience. « Écoute, je sais que tu es en colère contre moi, mais ça a assez duré. Arthur est parti. Le mariage est annulé. Je suis pratiquement sans abri. Tu loges chez Mélissa? Sur le canapé de Mélissa dans un studio? » La voix d'Isabelle se brisa. « Maman, j'ai besoin de rentrer à la maison. » Voilà. La conclusion inévitable de sa série de mauvaises décisions et de ponts brûlés. Quand tout le reste échouait, retournez vers la mère que vous aviez systématiquement exclue et exploitée. « Non, dis-je. »« Comment ça, non ? » ?»« Je veux dire, ce n'est plus ta maison. Tu l'as bien fait comprendre quand tu as décidé que... je n'étais pas assez de la famille pour être invitée à ton dîner de fiançailles. » L'amie d'Isabelle se dandina inconfortablement. « Peut-être que je devrais attendre dans la voiture. »« Peut-être que tu devrais.
acquiesçai-je. Mélissa se retira rapidement, nous laissant seuls, Isabelle et moi, sous la lumière du Porsche qu'Étienne avait installé des décennies auparavant. Maman, s'il te plaît, je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs? Interrompis-je. Isabelle, tu m'as volé. Tu as menti à ton fiancé à ce sujet. Tu m'as exclu des événements familiaux, tout en t'attendant à ce que je finance ton style de vie. Tu m'as traité de vieille femme amère quand j'ai finalement posé des limites. J'étais contrariée. Tu as été honnête, dis-je doucement. Pour la première fois depuis des années, tu m'as dit exactement ce que tu penses de moi. Isabelle se mit à pleurer, mais ses larmes semblaient différentes de ses performances précédentes. Plus sincères peut-être, ou peut-être étais-je simplement devenue immunisée à la manipulation? Je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle. Tu as 31 ans, Isabelle. Tu as un master et un poste d'enseignante. Débrouille-toi. Tu vas vraiment me laisser être sans abri? Tu n'es pas sans abri. Tu as des options. Simplement, elles ne te plaisent pas. Isabelle s'essuya le nez avec le dos de sa main. Qu'est-ce que tu attends de moi? Des excuses? Très bien. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir utilisé ta carte de crédit. Je suis désolée de ne pas t'avoir invité au dîner. Je suis désolée d'avoir dit ces choses sur le fait que tu mourrais seule. L'excuse sonnait creux, livrée comme une transaction. Le désolé comme monnaie d'échange. Le remords comme paiement pour des privilèges restaurés. De quoi es-tu désolée, Isabelle? Je viens de te le dire. Non, tu m'as dit ce que tu as fait. Je te demande de quoi tu es désolée. Elle me fixa, clairement confuse par la distinctie. Je ne comprends pas ce que tu veux que je dise. Je veux que tu comprennes la différence entre regretter les conséquences et regretter les choix. Entre être désolée d'avoir été prise et être désolée d'avoir blessé quelqu'un. Tu joues sur les mots. J'essaie d'avoir une conversation avec ma fille, mais je commence à penser que cette personne n'existe plus. La vérité de cela s'installa entre nous comme de la poussière. Isabelle ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Une partie d'elle, enfouie sous des années de droits acquis et de manipulation, sembla reconnaître l'exactitude de mon évaluation. « Alors? Et maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « On n'a plus de relation, c'est ça? » Nous pouvons avoir une relation, dis-je. Mais elle sera différente. Elle sera basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Elle exigera que tu me traites comme une personne plutôt qu'une ressource. Et si je ne peux pas faire ça? Alors as répondu à ta propre question. Isabelle resta là un long moment, luttant clairement avec des concepts qui auraient dû être fondamentaux pour toute relation saine. Finalement, elle se tourna et retourna à la voiture de Mélissa sans un autre mot. Je les regardais s'éloigner, ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La paix. Le lendemain matin, Léo appela. « Isabelle m'a raconté ce qui s'est passé hier soir, » dit-il. « Maman, c'est de la folie, c'est ta fille. » C'est une adulte qui a fait des choix d'adulte. Je lui permets de faire face aux conséquences d'adulte. Tu détruis la famille. Non, Léo. Je choisis de ne plus être détruite par elle. Il y eut une longue pause. Alors c'est tout. Tu en as juste fini avec nous. J'en ai fini d'être utilisée par vous. Il y a une différence. Et si on change? Et si on... Je ne sais pas. On te rembourse? On te traite mieux? C'était la première fois que l'un de mes enfants reconnaissait même que leur comportement en devait changer. Alors, on verra ce qui se passe, dis-je. Mais le changement doit être réel, Léo, pas seulement des mots conçus pour restaurer ton accès à mes ressources. Comment on prouve que c'est réel?
Vous ne me le prouvez pas à moi. Vous vous le prouvez à vous-même en devenant le genre de personnes qui n'ont pas besoin de le prouver. Après que nous ayons raccroché, je m'assis dans le fauteuil d'Étienne et regardai la vie que je m'étais construite dans les semaines qui avaient suivi la reconquête de mon autonomie. Le jardin était florissant. Mon amitié avec Élise s'était approfondie en quelque chose de précieux et de durable. Malgré, ou peut-être à cause de nos différences, j'avais recommencé à faire du bénévolat au centre d'alphabétisation, redécouvrant la joie d'aider des gens qui appréciaient plutôt qu'attendaient mon aide. Le chèque d'Arthur était sur mon bureau, déjà déposé sur un compte auquel mes enfants ne pourraient jamais accéder. Mais plus précieux que l'argent était ce qu'il représentait, la preuve que j'étais capable d'inspirer le respect plutôt que la simple dépendance. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Élise. Café avec cette nouvelle veuve de l'école primaire de Rivebelle cet après-midi. J'ai pensé qu'elle te plairait. Je souris et répondis. Oui, avec plaisir. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais hâte de faire des choses, d'avoir des conversations qui ne tournaient pas autour de crises ou de demandes, de nouer des relations basées sur le choix plutôt que sur l'obligation, d'envisager un avenir où je comptais pour moi-même autant que j'avais toujours compté pour les autres. Dehors, les roses de Madame Dubois étaient en fleurs, et les miennes commençaient enfin à les rattraper. J'avais du travail à faire dans le jardin, des amis à rencontrer, des livres à lire, une vie à vivre selon mes propres termes. Le siège était terminé. J'avais gagné, non pas en battant mes enfants, mais en refusant de me battre moi-même pour leur convenance plus longtemps. 2 mois passèrent sans contact de la part de mes enfants. Je n'appelais pas, et eux non plus. Le silence fut d'abord douloureux, puis libérateur, et enfin, simplement un fait de ma nouvelle vie. J'avais élargi mon cercle social au-delà d'Élise. Il y avait Solange du centre d'alphabétisation, une bibliothécaire à la retraite avec un sens de l'humour féroce, et Marc, le veuf de mon club de jardinage, qui m'apportait des boutures de ses hortensias primées. Même Valérie était devenue plus qu'une simple notaire, se joignant à nous occasionnellement pour dîner ou des sorties au théâtre. Élise m'avait surprise en recontactant réellement sa sœur Claire. Leur retrouvaille avait été timide, maladroite, mais c'était un début. 7 ans de silence, c'est difficile à briser, m'avait-elle dit. Mais c'est encore plus difficile à maintenir quand on réalise ce qu'on a manqué. C'était une fraîche soirée d'octobre quand la sonnette retentit. Je n'attendais personne, et un instant, je sentis la vieille anxiété revenir. Quelle crise fallait-il résoudre maintenant? Mais quand j'ouvris la porte, c'était Léo. Seul, sans Aurélie. Il avait l'air différent. Ses cheveux étaient proprement coupés, et il portait une simple chemise à boutons, plutôt que ses habituels t-shirts graphiques. « Salut, maman » dit-il, sa voix incertaine. « On peut parler ?» Je l'étudiais un moment, puis hochai la tête. « Entre. » Nous nous assîmes dans le salon, l'espace entre nous rempli de 4 mois de silence. « Je vois quelqu'un, » dit-il finalement. « Une thérapeute. » C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Après tout ce qui s'est passé, continua-t-il, je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit, sur le fait d'être des adultes, de prendre ses responsabilités. Il passa la main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me fit mal au cœur. Il s'avère que j'ai quelques problèmes de dépendance. De ne jamais sentir que je suis C'est par moi-même. Depuis combien de temps y vas-tu? 3 mois, 1 fois par semaine. Je hochai la tête, impressionné malgré moi. C'est bien, Léo. Je travaille aussi à plein temps maintenant chez Rivebelle Tech. Support informatique de premier niveau, mais c'est quelque chose de stable. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table basse. C'est le premier paiement pour tout ce que je te dois.
Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. L'enveloppe contenait un chèque de 500 € et une liste manuscrite de dettes, réparation voiture, 2018, 1200 €, loyer, avril-juillet 2022, 3600 €, prêt entreprise, 2021, 5000 €. Le total s'élevait à plus de 15 000 €. Tu as gardé une trace, dis-je, surprise. Je t'ai demandé les chiffres. Quand j'ai été prêt à y faire face. Il regarda autour de lui dans le salon. La maison a l'air différente. J'ai redécoré pour qu'elle soit plus à moi. Le fauteuil d'Étienne était toujours là, mais je l'avais recouvert d'un tissu que j'aimais. Les murs étaient d'une nouvelle couleur. Les étagères réorganisées. De petits changements qui en représentaient de plus grands. « C'est joli, » dit-il. « Tu as l'air bien aussi, maman. »« Je vais bien. »« As-tu des nouvelles d'Isabelle ?»« Non. Et toi ?» Il hocha la tête. Elle vit avec la sœur de papa en Arizona. Elle a pris un poste d'enseignante dans une école privée là-bas. Elle n'est pas encore prête à parler de tout ça. La nouvelle du déménagement d'Isabelle me piqua, mais je n'étais pas surprise. Elle avait toujours été plus absolue dans ses réponses, plus encline aux gestes dramatiques. « Et toi ?» demandai-je. « Pourquoi maintenant ?» Léo resta silencieux un moment. « Parce que ma mère me manque ?» Pas la banque maman, pas l'hôtel maman. Juste ma mère. La simplicité de cette phrase, son honnêteté, me firent monter les larmes aux yeux pour la première fois depuis des mois. « Tu m'as manqué aussi, » admis-je. « Pouvons-nous réessayer ?»« Pas comme avant, mais quelque chose de nouveau. » Je pensais au conseil d'Élise de laisser une porte ouverte, à la différence entre les limites et les barrières. « Oui, » dis-je. « Nous pouvons essayer. J'aimerais venir dîner parfois. Peut-être aider au jardin, si ça ne te dérange pas. Ça me plairait. » Alors que Léo partait, il s'arrêta à la porte. « Maman, merci de ne pas avoir complètement renoncé à moi. » « Je n'ai pas renoncé à toi, Léo. J'ai juste arrêté de renoncer à moi-même. » Il hocha la tête, une compréhension dans ses yeux qui n'aurait pas été là 4 mois plus tôt. Après son départ, j'appelai Élise pour lui annoncer la nouvelle. « Eh bien, dit-elle. Le fils prodigue est de retour. Tu penses qu'il est sincère ? L'avenir nous le dira, mais il fait des efforts. Et Isabelle en Arizona, pas encore prête. Certains prennent plus de temps que d'autres. » Il y avait une qualité de connaissance dans la voix d'Élise. Claire et moi avons perdu 7 ans. Peut-être qu'Isabelle reviendra plus tôt. Peut-être. Mais je n'attends plus qu'elle définisse mon bonheur. Cette nuit-là, j'ajoutai une note à mon testament révisé. La maison et la moitié de mes actifs iraient toujours à des œuvres de charité. Mais j'ai pris des dispositions pour que mes 2 enfants reçoivent davantage s'ils démontraient un changement durable. Pas seulement dans la façon dont ils me traitaient, mais dans la façon dont ils vivaient leur vie. Il ne s'agissait pas de contrôle ou de manipulation. Il s'agissait d'encourager les valeurs que j'avais essayé de leur inculquer il y a longtemps. Valérie avait haussé un sourcil quand j'avais expliqué la condition. Légalement, c'est délicat à faire respecter. Comment définissez-vous un changement durable ? Vous le saurez quand vous le verrez, lui avais-je dit. Tout comme moi. Le lendemain matin se leva, clair et lumineux. J'avais un café de prévu avec Solange, une réunion au centre d'alphabétisation L. Après-midi, et Léo venait dîner. Sa première visite officielle dans notre nouvelle relation. Je vérifiais mes roses qui s'épanouissaient dans la lumière d'automne. Un SMS d'Élise arriva. Café du matin sur ma terrasse. Claire est en visite. J'ai pensé que tu aimerais la rencontrer. Je souris et répondis par SMS. J'arrive tout de suite. Finalement, la plus grande victoire était la plus simple.
Se souvenir que je valais plus que ce que je pouvais fournir et avoir le courage de vivre en conséquence. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre préférée d'Étienne, et pour la première fois depuis sa mort, la lumière ressemblait à un commencement plutôt qu'à une fin. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Merci d'avoir regardé.